Social Selling. Mon nom est Antoine Gagné. Au nom de toute l'équipe de J7 Media, je suis très content de vous avoir avec nous pour un nouvel épisode de Social Selling. Il y a quelques semaines de ça, mon bon ami Danilo Duchesne, qui gère lui aussi une agence de publicité Facebook en Belgique cette fois, m'avait demandé de faire un court appel avec lui afin que je lui explique notre manière de fonctionner chez J7 Media pour attirer nos clients idéaux. On a voulu rendre l'utile à l'agréable en transformant la discussion qu'on a eue ensemble en un épisode de podcast. L'enregistrement d'aujourd'hui est donc parfait pour ceux qui cherchent à mieux structurer leur développement d'affaires en B2B. Sur ce, bonne écoute. Salut Antoine, ça va? Comment ça va, Danilo? Super bien, et toi? Ça va super bien, merci de le demander. Alors, comment c'était la semaine? Comment ça a été la semaine? Ben là, présentement, on date, on est 24 avril, donc on est toujours, pour les gens qui nous écoutent, on est toujours en confinement présentement. Je commence à avoir hâte que le confinement se termine. Je sais pas pour toi, mais là, j'arrive à un point où est-ce que, je sais pas, là, c'est peut-être le temps d'aller au bureau puis d'être un peu dehors. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, c'est pareil pour moi. Là, en fait, ça fait 7-8 semaines que je travaille. Non, depuis le 16 mars, je travaille de chez moi et là, on est le 24. Et chez nous, le confinement se termine normalement le 3 mai, voire le 11. Et c'est vrai que j'en peux plus parce que tu vois, d'un côté, l'entreprise, finalement, on a eu un petit ralentissement en mars avec le début de la crise. Et là, ça commence à bien remonter. Et comme je disais à mon employé Quentin, ça devient, tu vois, il y a une évolution, mais ça devient dur à gérer tout ça à distance, qu'on a des nouveaux comptes qui sont arrivés, on se réorganise constamment, la vision change un tout petit peu, et comme on se voit jamais, je trouve que ça pose un peu problème du fait qu'on travaille à distance. Donc oui, d'un côté, on apprend à travailler à distance. Je pense que c'est ton cas aussi. Je pense que c'est la première fois que tu fais vraiment travailler à distance totalement avec tes collaborateurs. Mais je pense que sur le long terme, c'est pas toujours viable de travailler à distance. Non, c'est compliqué. Ça peut le faire. Tu sais, il y a une grande agence de publicité Facebook, Tier 11, qui font le podcast Perpetual Traffic, qui sont 100% remote, puis qui ont du succès là-dedans. Je pense que beaucoup de gens peuvent avoir du succès. Maintenant, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie d'être avec une équipe, de voir mes collègues chaque jour. Je préfère retourner au bureau. Fait que c'est fonctionnel, on va dire, à court terme, mais c'est pas tellement quelque chose que j'aimerais se garder sur le long terme. Pareil pour moi, je me dis, tu fais ça un mois par an, quand tu as envie d'aller dans un autre pays, ça peut être cool. Tu vois, tu vas dans un autre pays et peut-être tu autorises la même chose à certains de tes collaborateurs. Mais après, c'est vrai que toute l'année comme ça doit être compliqué. Et je me rappelle que, comment il s'appelle encore? Ralph de Tier 11, il racontait justement qu'il fonctionne totalement à distance et qu'ils sont une belle équipe. Donc j'avais déjà, ils sont rendus 40. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Ouais. Enfin, soit. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'agence média, toi et moi, vu qu'on a tous les deux une agence de pub Facebook, J7 Media, DHS Digital. Et c'est vrai que on a souvent des discussions intéressantes. Il y en a une qu'on avait et qu'on s'était dit qu'on pourrait enregistrer en podcast. C'était justement comment toi, finalement, tu fais passer un prospect en client d'agence. Ben, je pense que, c'était des questions que tu m'avais posées d'ailleurs là-dessus dans le passé. Puis moi, ça me fait un plaisir de discuter un petit peu de nos stratégies, de comment passer un prospect, quelqu'un qui peut être intéressé à travailler avec J7 Media, un client en agence. Donc, je pense que quand tu regardes un petit peu comment tu fais ton acquisition, faut que tu retournes vraiment à la base. Faut que tu retournes vraiment à la base de regarder ton processus d'achat client, globalement. Tu sais, donc, si tu retournes vraiment à la base, nous, ce qu'on vend, t'en parlais un petit peu, on est des agences médias, on fait de la publicité Facebook, on se spécialise J7 Media en publicité Facebook, même chose pour ton entreprise. Donc, à la fin de la journée, nous, ce qu'on vend, nos deux organisations, c'est de la prestation de service. C'est de la prestation de service dans le B2B. Et qui dit prestation de service, dit expertise, dit connaissance sur un sujet spécifique. C'est pour cette raison-là qu'une entreprise va venir te voir puis ils vont te payer des certains montants d'argent pour travailler avec toi à la fin de la journée. Donc, puis ça, je pense que c'est un des trucs les plus importants que tu dois comprendre. C'est quoi que tu vends? Il y a beaucoup d'entreprises là qui sont dans de la prestation de service, mais ils comprennent pas que la raison pourquoi des gens vont travailler avec eux, c'est à cause de leur expertise. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et d'un résultat. Et des résultats, exactement. Mais de l'expertise, là, des résultats, ça se présente, ça se comprend, les gens doivent comprendre un petit peu pourquoi cette agence-là, cette expertise-là, est comparativement à une autre agence, comparativement à d'autres personnes qui vont faire de la prestation de service. Puis je trouve que c'est un des trucs, là, Danilo, qui est le plus oublié. Puis je vais t'expliquer un petit peu comment qu'on peut présenter cette expertise-là. Je vais te présenter un petit peu comment qu'on peut démontrer à un prospect pourquoi tu as une connaissance
que peut-être d'autres personnes peuvent ne pas avoir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Après, bon, pour rien vous cacher, pour ceux qui nous écoutent, on a déjà un peu travaillé ensemble, Antoine et moi, et un jour, Antoine a montré en quelque sorte comment est-ce qu'il faisait passer un prospect en client, et j'avais trouvé l'approche super intéressante parce que j'avais vu qu'une partie de l'approche. Et c'est vrai que ce que tu racontes là, du fait que vous voulez démontrer votre expertise par rapport à une autre agence, c'est un truc que j'essaie également de faire pour mon agence à moi, mais que je sais être incomplet. Donc je sais qu'il manque quelque chose parfois à le fait de démontrer notre expertise au-delà d'un simple audit. Qu'est-ce que tu en penses? 100%. Ça fait partie un petit peu de ça. Un audit, peu importe le terme qu'on utilise, mais je vais revenir vraiment à la base. Donc, le but, c'est, si tu es une agence, si tu vends des services, tu vends de la prestation de service, fondamentalement, à mon avis, ce que tu vends, c'est de l'expertise. Et de l'expertise, si tu veux que des gens te choisissent, ça se démontre. Puis c'est ça qu'il faut partir à la base. Comment peux-tu maintenant démontrer ton expertise à un prospect qui veut travailler avec toi? Et si, mettons, on retourne un petit peu, nous, comment qu'on fait notre acquisition chez J7 Media? On travaille avec des clients qui vont investir des certains montants d'argent. Donc là, on a créé un club chez J7 qui s'appelle le 1K per day. Donc, si les gens qui rentrent chez J7 et qui investissent au minimum $1,000 par jour, ils vont avoir sensiblement des perks, donc des avantages que d'autres clients auraient. Ah, c'est vrai? Intéressant. Donc, c'est le 1K per day club qu'on a créé. Quand même intéressant, c'est d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui investissent 1K per day, peu importe. Donc, le point que je veux dire, c'est qu'on fait de l'acquisition de des clients qui investissent certains montants d'argent, donc il n'y en a pas 1 million. Non, il n'y en a pas 1 million de ces clients-là. Il faut les trouver, il faut bien se positionner, il faut avoir l'expertise. Donc, nous, la première chose qu'on va partir à la base, c'est comment qu'on va trouver ces gens-là. C'est selon nos différents canaux d'acquisition. Je l'avais déjà dit dans un podcast, puis je pense que c'est là que ça avait capté ton attention, Danilo, mais je vais le redire aujourd'hui. Vas-y. Nos canaux d'acquisition principaux, le principal, c'est les partenariats stratégiques. Donc, nous, on va aller s'entourer de gens qui vont avoir une expertise complémentaire à la nôtre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par une expertise complémentaire à la nôtre? On se spécialise en pub Facebook. Nous, on a des partenaires qui vont travailler avec nous, qui vont se spécialiser en publicité sur Google, qui vont se spécialiser dans le volet SEO, qui vont se spécialiser dans le financement d'entreprise. On a des partenaires qui vont travailler avec nous, qui vont se spécialiser dans l'intégration du tracking, du volet analytique avant qu'on travaille avec un client. On a des partenaires qui vont se spécialiser dans le volet mailing. Bref, des partenaires, on en a des dizaines. Et la question que je dis tout le temps, c'est si toi, en tant qu'organisation, tu as une spécialité, tu as une expertise que tu offres à des clients, il y a des bonnes chances que tes partenaires aient une expertise également qui offre à certains clients. Est-ce que vous servez le même client? Et si la réponse est oui, puis que vous avez une expertise complémentaire, mais que vous offrez ce service au même client, mais vous devez vous parler. Vous devez vous parler parce qu'au final, vous allez juste mieux servir votre client. Donc, nous, on s'entoure de ces partenaires-là. On leur présente une offre de service qui leur dit, si vous nous présentez ces gens-là, voici comment on va travailler ensemble, et vice-versa. Puis à partir de là, on échange des affaires. On échange des affaires parce qu'on sait que ces partenaires-là ont déjà les clients avec qui on veut travailler, et vice-versa. Donc ça, c'est je te dirais, c'est le canal d'acquisition le plus poussé, lui qui est le plus fonctionnel chez J7 Media. C'est les partenaires stratégiques. Puis regarde, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est littéralement comme ça que tu t'en vas chercher un partenaire stratégique. Tu vas discuter avec lui. Premièrement, tu l'as entouré, tu sais que ça peut être un bon partenaire pour travailler avec toi. Puis par la suite, tu l'invites sur un podcast. Il n'y a rien de mieux. Ouais. Tu fais souvent ça, toi? C'est comme ça que tu fais que tu développes une relation avec un partenaire. C'est le modus operandi de A à Z. Donc, Je pense pareil. Oui, parce que c'est de un, tu as une discussion, mais tu as une raison pourquoi tu as cette discussion-là. Puis tu le mets très clair. La personne, tu la contactes, tu veux faire des affaires avec, mais on va pas juste aller se parler au téléphone pour pas se parler. Regarde, parlons. Essayons de créer une discussion qui est intéressante, une pièce de contenu qui est intéressante pour l'audience qui nous écoute. Puis, comme n'importe quel podcast, il y a un avant-podcast, puis il y a un après-podcast. Dans le sens, il y a des discussions que tu peux avoir pendant que ça l'enregistre, mais il y a des discussions que tu peux avoir après que ça enregistre, avant que ça enregistre également. C'est ça qui est intéressant quand tu fais un podcast ou que tu fais un Facebook Live ou peu importe c'est quoi la pièce de contenu, c'est que il y a plus que juste ce que tu vas offrir. Donc, bref, la première chose, c'est de savoir d'où est-ce qu'ils vont venir ces clients idéaux-là. Si tu cherches des clients qui vont investir un minimum de $1,000 par jour sur la pub Facebook, entoure où est-ce qu'ils sont, regarde avec qui ils travaillent déjà, va chercher ces partenaires-là, essaye peut-être de les amener sur ton podcast, aie des discussions avec eux, et par la suite, les conversations s'entendent. OK? Les conversations s'entendent. Quand les conversations s'entendent et que tu travailles avec un partenaire et qu'éventuellement, il y en a d'autres des canaux d'acquisition, mais vu que c'est pas le but aujourd'hui de savoir c'est quoi nos canaux d'acquisition, c'est plus de savoir le modus operandi du tunnel de vente entre qu'un prospect rentre chez toi puis devient client. Mais dès que un client de ton partenaire va venir à toi pour vouloir travailler avec toi,
Mais je reviens un petit peu à ce que je disais en début de podcast. C'est à partir de là qu'il faut que tu démontres ton expertise. Puis comment que nous, on doit démontrer notre expertise? On le fait en 2 temps. La première chose qu'on va faire, ça va être une analyse de tes efforts publicitaires, de tes efforts marketing. Et cette analyse-là, on va la faire gratuitement. Elle va être juste en surface, mais avec assez de valeur. Puis pourquoi qu'on la fait gratuitement? C'est que, premièrement, on veut pas avoir à perdre notre temps non plus. Et on veut pas que le client perde son temps. C'est-à-dire que c'est pas vrai que n'importe quel prospect peut être un bon client pour ton entreprise et c'est pas vrai que n'importe quelle agence peut aider l'entreprise qui va venir te voir aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça existe continuellement des bons partnerships. Si c'était le cas, tout le monde travaillerait avec tout le monde. Des fois, il y a des bons, des fois, il y a des mauvais fits. Donc, cette analyse de compte, cette analyse des efforts publicitaires est là pour une chose seulement, voir s'il y a un potentiel, voir s'il y a un fit entre les deux organisations et voir également, dans cette analyse-là, sont où les bobos. Sont où les pour les gens qui nous écoutent, puis il y a peut-être des gens qui sont en Europe, mais sont où les problèmes, les cicatrices, sont où les enjeux avec le compte publicitaire présentement. Donc, cette analyse-là est faite en 10 points et à la fin de cette analyse-là, Danilo, on donne une note sur 10 aux gens en leur disant, regardez, voici le potentiel qu'on voit avec votre compte ou voici le non-potentiel qu'on voit avec votre compte. Dans un contexte où est-ce qu'il y a du potentiel, on leur dit, il y a du potentiel, par contre, il y a 10 enjeux. Donc, votre tracking est mauvais, vos audiences sont mal faites sur Facebook, votre remarketing est inexistant, bref, un paquet de points que je pourrais t'identifier avec plaisir. Ouais, bien sûr. Et cette prescription-là leur est donnée gratuitement, en disant, regardez, on peut pas travailler avec vous tant que ces enjeux-là ne sont pas réglés. Tant que ces enjeux-là ne sont pas réglés, ça ne sert à rien d'investir de la publicité Facebook. Vous n'êtes pas prêt à investir davantage de publicité. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une discussion. Vas-y. Admettons que tu fais l'analyse et tu te rends compte que c'est un 4 sur 10. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Est-ce que le 4 sur 10 a du potentiel? Dans le sens que si c'est un client qui pourrait faire partie de notre 1K per day ou de notre 10K per day, peu importe, mais le 4 sur 10, c'est clair que je vais faire une erreur aujourd'hui pour lui. Ça va être une erreur des deux côtés de ne pas lui proposer qu'on travaille ensemble. Mais si je vois qu'en aucun cas, il fait partie de mes clients idéaux et qu'en aucun cas, je peux être l'agence idéale pour lui, ben c'est sûr et certain qu'on va stopper les discussions. On va avoir un gentleman agreement et on va passer à un autre appel. Là. C'est ça. Mais si c'est un client potentiel et qu'il y a un 4 sur 10, ben là, on s'en va comme un docteur, puis on va aller essayer d'y régler ses problèmes. Voilà. Et moi, je pense pareil. Après, l'autre question, bien évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe si tu vois que c'est un 10 sur 10, ils font tout bien. T'as déjà eu le cas, parce que moi aussi, j'ai déjà eu le cas où ils font ça très bien. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que je vais leur apporter s'ils font du 608, 9, 10 sur 10? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux leur poser la question, Danilo. Pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui? Tu sais, on repart un petit peu à la base. On s'est dit que le client est venu à cause d'un partenaire stratégique. C'est pas toi qui l'as chassé. Il est venu vers toi. Mais pourquoi il est venu vers toi si tout est bien? Il y a sûrement une raison. Puis il va peut-être te dire, ben, je sais pas, j'ai un manque de temps. J'ai plus le temps de le faire. J'ai l'impression que j'ai pas l'expertise pour aller à un autre niveau. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis quand tu as ces raisons qui te les expliquent, puis que tu sens que tu as l'expertise pour pouvoir l'aider, ben là, tu peux entamer les discussions. Tu sais. Tout le monde a un enjeu à un certain point. Ils vont pas venir te voir parce que tu t'es rose. Tu sais. C'est ça. Parce que non, c'est ça. Non, mais j'ai déjà eu le cas, je te posais la question. Et une dernière question par rapport à l'analyse préliminaire. Tu la proposes systématiquement après l'appel ou alors est-ce qu'il y a des conditions, genre admettons que tu as l'appel avec la personne, vous discutez un peu, vous faites connaissance. Est-ce que d'office tu promets cette analyse-là ou alors en fonction du fit? Je te vois en train de... Non, uniquement en fonction du fit. Donc, il y a un travail de filtre qui est fait avant l'analyse. Tu sais, il y a un travail de filtre continuellement. Donc, premièrement, le lead va venir à nous. Il va vouloir être intéressé de travailler avec G7. Notre collègue Samuel, qui est au développement des affaires, avec d'autres personnes également de son équipe, va rentrer puis va regarder le profil du compte. Okay, si le profil du compte est bon, il va proposer un appel. Et durant l'appel, ben Samuel va poser des questions. Et il faut que la personne réponde aux 5 critères que cette personne-là doit remplir. Ça va être client chez nous. Si elle ne fait pas partie de ces 5 critères-là, on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin parce que on retourne à la base. On n'est pas là. On vend pas un produit de masse. On vend de l'expertise dans le volet B2B. C'est pas grave de pas avoir 1 million de clients. Hein. Le but, c'est d'avoir des bons comptes, des bons clients. T'sais. Entièrement d'accord. Non, intéressant. Moi, j'ai quelques critères en tête, tu vois, je te dirais, c'est l'entreprise d'investir au moins 1 000 € par mois,
je te dirais, elle doit être dans l'e-commerce également, mais c'est pas indispensable. Il y a quelques critères comme ça, on est un peu d'accord. Après, intéressant. T'as pas le choix. Mais il faut que tu les connaisses, tes critères. Il faut que tu saches avec qui que tu veux travailler. Tu sais, nous, on veut travailler avec des gens qui veulent s'implanter sur d'autres marchés géographiques, sur des gens qui veulent atteindre de l'hypercroissance. OK. Si, tu sais, je te donne un exemple. OK? Ouais, vas-y. Si un client vient nous voir puis il a un budget publicitaire, déjà là, ça commence mal. Nous, on veut pas travailler avec un budget publicitaire. On veut travailler avec un CPA. C'est-à-dire, si le CPA est atteint, le cost per acquisition, si on est capable de générer un achat pour 15 $, est-ce que tu nous confirmes que c'est budget limité? Puis bien entendu, budget limité, ça veut jamais dire $1 million par jour, mais est-ce que tu es en train de nous dire que tu peux ouvrir les valves? Si le client nous dit non, voici le maximum de budget qu'on peut mettre, déjà là, tu vois, il y a un enjeu. Ouais. Mais s'il nous dit, si le CPA est atteint, là, tu investis le plus d'argent que tu peux pour aller chercher ces leads-là ou ces ventes-là. Déjà là, tu vois, OK, là, on parle de la même chose. Le client veut atteindre de l'hypercroissance. Merveilleux. On est sur la même longueur d'onde. On va aller plus loin. Je vois, hyper intéressant. Hyper intéressant. Je pense que ce filtre-là, ce travail-là doit être fait parce que le client, puis je pense que c'est très important quand tu vends de l'expertise, la prestation de service, il faut que le processus de vente, le processus de onboarding soit excessivement lent, excessivement plaisant. D'accord. Je pense pas que ça doit être rushé parce que tu t'enlignes sur une relation d'affaires qui va durer des années. Pourquoi vendre rapidement? Pourquoi faire ça en deux? Après, il peut y avoir des réalités. Tu sais, nous autres, on avait une rencontre, là, on enregistre ça, on est le 24 avril 2020. Ouais. On avait une rencontre juste avant le podcast ce matin avec un très bon client qui risque de travailler avec nous. Mais là, le client, il y avait un enjeu d'affaires. Fallait que les campagnes partent rapidement. Tout le onboarding s'est fait à peu près en 7 jours. Ce qui est excessivement rapide. On a rarement fait ça, mais il y avait des réalités d'affaires. Mais dans un cas où est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu d'affaires aussi important que ça, puis je vous le dis là, par discrétion, je parlerai pas du compte, mais c'était un très gros enjeu d'affaires que le client avait. Le processus peut prendre 1 mois, puis c'est correct, là. Oui, pour moi, le processus de vraiment au moment où la personne me contacte et que je rentre en contact avec elle, ça peut prendre 2-3 semaines minimum avant qu'elle devienne cliente. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre les collaborations en début de mois. Je sais pas pour toi si tu donnes cette restriction-là de commencer en début de mois et pas en plein milieu du mois quand c'est un peu le rush. Tu sais, le début de mois, peut-être que tu as des comptes qui arrêtent ou alors qui revoient leur campagne. Je sais pas exactement, mais je vois ça comme un bon moment pour démarrer une collaboration. Intéressant. On n'a pas de politique de début de mois. Peut-être qu'on pourrait le faire, mais non, c'est pas. On les tu sais, quand le processus est fait puis qu'on est prêt à lancer, le tout, on le lance, peu importe la date. Ouais, c'est quand même intéressant ce que tu as dit. Mais bref, pour en revenir au point, je pense qu'il y a un travail de fil qui doit être fait à chaque fois. Et chacun de ces touch points-là que tu fais avec ton prospect peut te permettre de savoir si vous allez être un bon fit ou pas. Donc, déjà, comme je te disais, quelqu'un va venir nous voir, on va faire un appel avec lui, on va regarder si il fait partie des points qu'on veut. S'il ne fait pas partie des points qui sont essentiels pour qu'on puisse l'aider, bon, on va juste dire, on va essayer de le référer à quelqu'un d'autre qui peut l'aider, qu'on connaît. Ouais, ou on va juste lui dire, regarde, voici des ressources que tu peux peut-être faire pour ton entreprise pour t'aider avec la pub Facebook. On n'est pas un bon fit aujourd'hui, mais voici des ressources gratuites qu'on a faites. Donc, on va essayer de l'aider le plus possible au niveau de nos connaissances. Si par la suite, d'un autre côté, c'est un bon fit, on fait une analyse, on fait une prescription, et quand la prescription est faite sur une note sur 10 ou sur 12, des points qui sont bons, qui sont pas bons, bon, on lui dit, est-ce que tu aimerais qu'on règle ces problèmes-là ensemble? D'accord. Est-ce que tu aimerais qu'on règle ces points-là ensemble? Et là, par la suite, c'est là qu'on rentre sur un petit peu le point que tu avais dit plus tôt, l'audit stratégique. Mais l'audit stratégique est fait pour régler ces points-là. Point 1, il est fait pour régler ces points-là. Point 2, il est fait pour ralentir le processus d'achat. Et je tiens à le dire, ralentir. Et je pense que c'est important de le ralentir parce que quelqu'un qui veut aller trop vite, souvent, ça ne fonctionne pas. Je suis entièrement d'accord. Une étape à la fois. Donc, il ralentit un petit peu le processus. Deuxième point, ce que je trouve très intéressant. Troisième chose, il crée une première transaction avec le client. T'sais, une transaction avec un client est importante, peu importe le size de la transaction. Quelqu'un qui t'a déjà donné de l'argent une fois, ben tu sais, je le dis, a beaucoup plus de chances de te redonner de l'argent dans le futur. Tu sais, c'est une loi de marketing, c'est la loi de la réciprocité. Donc, ça te permet de faire une première transaction. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une transaction qui est beaucoup plus facile à faire. Vendre un audit stratégique, tu vas pas vendre ça des millions et des millions de dollars, tu vas vendre ça des milliers de dollars, certes, mais tu vas essayer de rendre la transaction facile avec le client. Donc déjà là, à partir de là, tu as une transaction d'affaires qui est facile à faire pour le client, plus facile à exécuter pour l'agence, et tu es capable de présenter le troisième point ou le quatrième point, je sais pas où est-ce que je suis rendu, qui est important avec l'audit, c'est de présenter ton expertise. L'audit stratégique, le plan stratégique que tu vas présenter à un client est là également pour démontrer ton expertise. Et là, c'est là qu'il faut que tu le montres, là.
Et donc là, systématiquement, tu vas également proposer cet audit stratégique ou plan stratégique, ou alors dans certains cas, tu vas pas forcément le faire et directement rentrer dans la création des campagnes. Ça, c'est une question que je me pose et que je t'avais déjà... Aucun client chez nous va avoir des campagnes qui vont être lancées avant un plan stratégique. D'accord, ok. Non, c'est important parce que si tu le fais pas, ben ça va te revenir sur le nez dans quelques mois. Il y a un travail qui doit être fait. C'est pas, comme je le dis, je le répète, on vend de l'expertise, on vend quelque chose de pointilleux. Il y a un travail d'analyse qui doit être fait, regarder ce que les compétiteurs font. Bref, ce travail-là de ralentir le processus va faire en sorte que tu vas accélérer le processus par la suite. Si tu vas aller trop vite sur le lancement des campagnes, tu risques dans quelques semaines de dire « Hey, on n'a pas fait un bon travail d'analyse » et de te retrouver un petit peu avec tout ça entre les mains, puis c'est mal fait, puis bon, tu n'auras pas de résultat. Donc, non, systématiquement, le plan stratégique est fait. On ne passe jamais à côté. Donc ça, tu as dit, c'est quelque chose qui est payant et que tu vas donc proposer à la suite dans un deuxième appel. Donc après avoir fait l'audit en 10 points, tu vas le proposer au client de régler ce problème-là. Et donc là, tu vas proposer finalement ce plan stratégique au client, c'est ça? 100%. On va présenter le plan stratégique, on va le proposer plutôt. On va faire une première transaction avec le client. Et ce premier plan stratégique-là n'est pas relié à une offre subséquente, là. Donc, le client peut prendre le plan stratégique et ne pas travailler avec toi par la suite. Et c'est correct. Très intéressant. C'est correct. Tu peux présenter et donner un plan à quelqu'un qui peut exécuter par lui-même. Et ça, c'est la beauté de la chose. Imagine comment tu es une entreprise qui a une transparence puis qui a un service à la clientèle numéro 1. Si tu es capable de présenter un plan stratégique à quelqu'un et que par la suite, cette personne-là peut prendre le plan stratégique et l'exécuter par elle-même, ça a une valeur exceptionnelle. Et moi, je suis quasiment fier, même si à un certain point, même si la personne ne travaille pas avec nous par la suite, c'est sûr que je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé ça travailler avec les clients. Mais s'il peut prendre le plan stratégique et l'exécuter par lui-même, je me dis, on a fait un vrai bon plan qui peut être exécuté par d'autres personnes que nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a fait un bon travail. Et habituellement, quand tu présentes un plan stratégique comme ça, les gens, ils te font confiance pour par la suite aller l'exécuter, ce plan-là. Des gens peuvent vouloir l'exécuter par eux-mêmes. Et il y a des gens qui vont vous dire, OK, je vois où est-ce que tu t'en vas. Je trouve que ton entreprise a des bonnes idées, a une bonne vision. Exécuter le plan. Plus c'est là que qu'arrive l'autre point dans ce cheminement-là, c'est que là, tu t'en vas sur une entente, une première entente de base. Une sous-question que je vais te poser rapidement, c'est le temps que vous faites ce plan stratégique, est-ce que vous proposez aux clients de couper ces campagnes ou de les laisser tourner? C'est du cas par cas, Danilo, je te dirais. Du cas par cas. Dans un cas où est-ce que ces campagnes vont bien, on va pas les arrêter, au contraire. Dans un cas où est-ce qu'on voit que le client investit drastiquement beaucoup d'argent puis qu'il perd beaucoup d'argent, ça arrive, hein, des fois, on va lui faire un heads-up, on va lui dire, bon, le temps qu'on fasse le plan stratégique, on pense que ça serait plus intelligent aujourd'hui que tu mettes un stop à tes campagnes publicitaires pour ces raisons-là. On te les démontre à l'appui. Donc, c'est du cas par cas. Il y a pas une politique, là. C'est vraiment du bon sens, du common sense de se dire, est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui que le client continue à investir son argent? Ok, ça va. Et du coup, ce plan stratégique, est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement comment il est structuré, comment est-ce que vous le structurez? 100%. Ça me fait plaisir de te parler de ça. D'ailleurs, vu que, comme je te disais, on avait une présentation ce matin d'un de ces plans-là. Première chose, on va partir à la base de l'analyse. Puis, avant de dire ça, je vais expliquer un petit peu le but là, de pourquoi on va faire ce plan stratégique-là. C'est de l'exécuter. OK? Le but là, de ce plan-là, c'est d'exécuter ça. Je veux juste qu'on mette ça clair. Là. On fait pas ce plan-là pour faire ce plan-là. On fait ce plan-là parce qu'on a besoin d'une stratégie si on veut faire des campagnes de pub. On fait ce plan-là dans une optique où est-ce qu'on va travailler avec le client et qu'on va avoir à exécuter une stratégie. Donc ça, c'est important là, de se rappeler de ça. Ce plan-là n'est pas fait. Ce plan n'est pas construit que pour être construit. Ce plan est construit dans une optique qui doit être exécuté, OK? Et la personne qui va construire ce plan-là, chez nous, va être responsable de la gestion de ce compte-là par la suite. Donc, il faut comprendre ça aussi. Donc, très intéressant. Donc, c'est important de partir là-dessus. Donc, si tu pars dans une optique que tu veux l'exécuter, ce plan-là, là, pour de vrai, parce qu'on a du monde, là, des fois, qui vont te dire des choses, puis par la suite, ils vont faire des trucs complètement différents. C'est des menteurs, c'est des... bon, il y en a. Il y en a, OK. Donc, tu pars, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, tu vas aller analyser ce qui a été fait. Là. Tu vas aller analyser c'est quoi ses meilleurs vendeurs, tu vas analyser c'est quoi ses campagnes de publicité, tu vas analyser tout ce qui a été fait dans le passé, puis tu vas voir est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné dans le passé qui pourraient être relancées. Ça, c'est la chose que beaucoup de gens oublient. De base, oui. Hey,
Il y a des campagnes, il y a des tunnels de vente qui étaient fonctionnels qui pourraient être réutilisés, tu sais. De base, c'est ce qu'on fait aussi. On a des clients où ils ont déjà des campagnes qui tournent bien, donc on reprend les campagnes et on les améliore. Donc clairement. Exact. Donc ça doit être fait à 200%. Donc il va y avoir une analyse profonde qui va être faite sur le site internet du client, sur les campagnes de publicité, ben on va sortir les bonnes et les moins bonnes campagnes pour voir si on est capable de les travailler. Par la suite, ben, il y a un gros travail qui va être fait au niveau de l'analyse de son tracking. Est-ce que les résultats qu'on voit sur Facebook sont des résultats réels? Est-ce qu'on aurait besoin de faire un travail un petit peu plus en détail, comme je te disais? Le but, là, vraiment, de ce plan stratégique-là, comme je te dis, c'est de l'exécuter et de combler tous les enjeux qu'on a été capable de voir dans l'analyse préliminaire, tu sais. Donc, si on est arrivé avec un 4 sur 10, ben, il y a 6 points là-dedans qui doivent être comblés. Ces 6 points-là vont être comblés dans l'audit, tu comprends? Ouais, et ils vont être également améliorés selon d'autres stratégies qu'on va implanter. On va faire une analyse de la compétition. On va faire une analyse de tout ce qui a été fait. Donc, le but, c'est vraiment cet audit-là de combler les points qui n'ont pas été bien faits préalablement, relié aussi aux objectifs d'affaires du client, relié à une analyse des campagnes dans le passé. Je te dirais qu'il y a à peu près une douzaine de points dans cet audit-là. D'ailleurs, ça me ferait plaisir de mettre des exemples pour les gens dans les notes du podcast par la suite. Mais si on fait ça très simple, là, analyse préliminaire selon des enjeux. Ces enjeux-là sont réglés selon l'audit, avec une stratégie qui se doit être exécutée avec l'audit. Quand la stratégie est prête, elle est présentée au client. Jamais elle n'est envoyée au client. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Donc en gros, tu termines la stratégie et vous la présentez. Donc finalement, le plan d'action, il prend la forme d'une présentation et pas d'un document. Tu sais, une sorte jamais que l'audit doit être envoyé avant la présentation. Okay, jamais. Pourquoi? Parce que ça va être mal interprété. Ça va être mal interprété. Okay. Je veux dire, encore une fois, on retourne à la base, on vend de l'expertise. De l'expertise doit être expliquée. Doit être expliqué. Okay. Donc, un document sans contexte, sans raison de pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi tu ferais ça, ça va être très difficile. Donc, en même temps, ça se transforme en une présentation, en un pitch de vente quasiment. Bon. Et jamais ce n'est envoyé avant la présentation. Maintenant, quand la présentation est faite et que tout le monde a consommé l'information, le document leur est envoyé ou ils l'ont même avec eux. En temps réel, si c'est une présentation physique, là, on ne sait pas exactement le présentement de temps confinement, mais jamais ce document est envoyé sans présentation. Sinon, c'est mal faire ton travail, selon moi. C'est mal faire ton intéressant. J'avais pas pensé à ça. Donc, quand cette présentation-là est faite pour régler les enjeux de l'analyse préliminaire et que la présentation est faite, bien entendu, il y a une offre subséquente qui suit et cette offre subséquente-là est une offre court terme. Moi, je ne crois pas c'est bizarre ce que je veux dire, là, mais je ne crois pas aux relations à long terme. Puis je t'explique ce que je veux dire par là. Vas-y. Les relations à long terme sont les choses les plus importantes, mais je ne crois pas que tu peux parler à quelqu'un que tu ne connais pas d'une relation long terme sans avoir gagné et sans que cette personne ait gagné ta confiance. Et moi, c'est ça là que je trouve qui est très important de faire, c'est que dès que ta présentation est faite, là, puis que là, tu vas aller de l'avant, tu vas faire tes campagnes de pub, tu vas faire ton plan, tu vas exécuter ton plan. Il y a comme un genre de 30 à 90 jours ou à 120 jours, peu importe, qui s'appelle gagner la confiance mutuelle. Mais c'est mutuel, là. C'est pas juste toi qui dois gagner la confiance du client. Le client doit également gagner ta confiance. Le client va devoir te payer. Est-ce qu'il va te payer? Non, c'est vrai. Est-ce qu'il va te payer, le client? S'il ne te paye pas, il y a un problème. C'est pas un bon partenariat, là. Ou s'il paye en retard. Ou s'il paye en retard, effectivement. Si le client doit t'envoyer des choses, puis que ça fait 6 fois que tu lui cours après, puis tu les as pas envoyées, mais c'est pas un bon partenariat aussi. Tu comprends? Ça arrive, hein? Même chose par la suite, si toi, tu dis que tu allais faire des campagnes, puis tu les fais pas, tes campagnes, mais t'es pas quelqu'un qu'on peut faire. Donc, après l'audit, là, après le plan stratégique, il y a cette période-là qui est faite pour se créer une confiance mutuelle entre les deux parties. C'est pour ça que je te dis, je déteste les gens qui disent « Ah ouais, moi je suis là pour des relations long terme. » Hey, on ne se connaît même pas. On ne se connaît même pas. Ne me parle pas de relations long terme si on n'a même pas été capable d'avoir ensemble une relation à court terme. Entièrement d'accord. Alors, franchement, entièrement d'accord. C'est que j'arriverai jamais à faire signer un contrat d'1 an à un client. Déjà, rien que pour moi, je me dirais, voilà, je vois pas trop comment je pourrais m'engager 1 an si je sais pas trop comment cette personne travaille. Et pour le client aussi, c'est compliqué de proposer un engagement de 1 année. Je vois beaucoup d'agences qui font ça et qui en font leur marque de fabrique, dans le sens où, oui, on fait des contrats d'1 an, de 2 ans, ouais, bah, ok, mais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr que tu peux apporter de la valeur, etc. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Nous, je sais pas, donc toi, tu parlais d'une période de 90 jours. Nous, finalement, c'est 2 mois. Je sais pas pourquoi on a mis 2 mois. On a mis, voilà, c'est 1 mois de test. C'est correct. Plus, si 2 mois, c'est ce que tu penses. En gros, faut juste que tu entoures ce que tu veux atteindre. Moi, comme je t'ai dit, ce que je veux atteindre ici, c'est est-ce que la confiance se bâtit? D'accord, c'est intéressant. Moi, je trouve que 90 jours,
C'est suffisant. C'est ça qu'on a de besoin. Bien entendu, habituellement, après 30 jours, tu le sais. Mais 90 jours, met les choses en... Parce que le premier 30 jours, souvent, on s'entend, il y a encore un petit peu de logistique, il y a de la coordination. Les campagnes où tous les efforts publicitaires sont pas au mieux encore après 30 jours. On est encore dans un début. Au deuxième mois, habituellement, là, tu commences à arriver proche à ce que tu voudrais atteindre. Puis habituellement, aux 90 jours, là, sensiblement, tout ça est bien rodé. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que j'aime cette période de 3 mois, là. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas très conséquent. En fait, moi, je dis 2 mois dans le sens où je dis, voilà, il nous faudrait 60 jours, vraiment maximum pour savoir si on peut vraiment obtenir des résultats ou pas du tout. Même si je dis au départ, selon ce qu'on a vu, il y a des grandes chances qu'on ait des résultats, mais on se donne vraiment 60 jours ensemble pour obtenir vos résultats et voir si on continue ensuite. Et après, en fait, on fait des, je sais pas pour toi, mais on fait des contrats d'1 mois renouvelables avec un préavis de 30 jours sans vraiment jamais obliger le client à s'engager sur plus d'une certaine période. Donc, dans ce cas-là, c'est une excellente manière de fonctionner. C'est-à-dire que tu dois regagner la confiance à chaque mois du client et vice-versa. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce que c'est à peu près la même chose. Là, Danilo a des subtilités prêtes là, des clients avec nous, mais c'est ça la beauté de la chose parce que tu ne t'emprisonnes pas un client. Tu sais, regarde, on est dans une période de COVID-19 en ce moment. Okay. Déjà ça, voilà. Bon, fait que, on va repartir à la base. Mettons que tu travaillerais avec une agence de voyage. OK? Voilà. Puis tu aurais pris un contrat d'1 an où est-ce qu'ils sont pris avec. Mais là, qu'est-ce que tu fais en ce moment, là? Tu vas-tu lui dire, non, t'as dit que t'allais continuer à investir en pub Facebook. T'as dit que t'allais, tu sais, tu comprends? Il y aura sûrement une clause peut-être dans ces contrats-là qui dit que tu vas pouvoir sortir, mais c'est que c'est l'exemple parfait en ce moment de quelque chose que personne n'avait prévu, qu'un contrat qui te lie à des investissements publics. Fait que je trouve que c'est intéressant de commencer avec une période de test. 3 mois, c'est la formule que j'ai choisie, mais elle pourrait être 4, elle pourrait être 2 mois, elle pourrait même être 30 jours à un certain point. Maintenant, il faut que les attentes soient claires. Là. Puis quand cette période-là est faite, ben par la suite, tu peux continuer puis essayer de regagner, faire en sorte que chaque partie regagne la confiance de l'autre chaque mois. T'sais. Ça, c'est intéressant. C'est vrai que tu parlais justement des attentes. C'est vrai que nous, c'est un truc qu'on demande tout le temps, c'est les attentes. Et chaque mois, on redemande si les attentes sont bien, enfin, si leurs objectifs sont bien atteints et quelles sont leurs attentes pour le prochain mois. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites naturellement, en fait, dans votre process. Ouais, mais je trouve que chaque mois, c'est pas assez. Nous autres, on le fait chaque semaine. Ah oui, toi, tu fais chaque semaine. Ouais. Chaque semaine, vous envoyez un rapport, c'est ça? Ah oui. Puis même, des fois, je me demande si c'est assez. Honnêtement, je crois fondamentalement que des rapports, ça doit être, bon, bien entendu, il y a rapport et rapport. Mais dans le sens, un rapport complet chaque semaine, et ils sont excessivement complets, nos rapports. Ils vont être là chaque semaine, mais bien entendu, il faut pas virer fou. C'est-à-dire que si les résultats, une semaine, sont moins bons que l'autre semaine d'avant, ben, c'est pas nécessairement le temps de tout changer dans la maison, là. Il y a peut-être eu des enjeux, il y a peut-être eu des enjeux de réalité économique, il y a eu plein de choses. Donc, faut prendre, tu sais, faut bien analyser le tout. Mais je crois fondamentalement, minimalement, que tu dois avoir un contact, et ça c'est le minimum, un contact sortant avec ton client chaque semaine, lui dire ce qui se passe. Ah oui, ça voilà. C'est le minimum là. Nous, nos clients, ça va être à peu près quasiment peut-être 2 à 3 contacts chacun chaque semaine. Mais minimum, s'il n'y a pas eu de contact, il doit avoir un suivi sortant qui est fait avec le client. Entièrement d'accord. En fait, moi, je t'expliquais notre process à ce niveau-là. On n'a pas des process aussi rodés de rapport que toi, c'est-à-dire à la semaine, mais on a un contact quasi permanent avec nos clients grâce à Slack. Donc vous les mettez sur Slack. On les met sur Slack. Alors c'est vrai que tu me diras ouais, mais après ça tout le monde envoie des messages. Oui, c'est vrai, mais on se force à ne pas y répondre trop vite. C'est-à-dire on va pas répondre à la minute à un message, mais quand on voit qu'il y a un message d'un client et si on voit vraiment que c'est urgent, on répond assez rapidement. Et donc ça, on trouve que pour les clients, c'est une énorme plus-value parce que c'est comme s'ils avaient accès à nous tout le temps, à part le week-end bien sûr. Et donc ça, franchement, je t'avoue que là, on a quasiment une quinzaine de clients. Ça commence tout doucement il commence à avoir beaucoup de messages dans le Slack, mais ça reste ultra efficace dans le sens où peut-être qu'au fur et à mesure du temps, moi, je vais peut-être quitter certaines chaînes Slack parce que j'ai plus besoin d'y être de manière permanente. Mais franchement, le Slack aide plutôt bien pour communiquer, que ce soit des enjeux stratégiques, des campagnes en cours ou même des résultats tout simplement. Et donc, moi, ce que je fais, parce que je suis vraiment quelqu'un, je suis pas hyper méthodique malgré tout, c'est que j'envoie parfois, je dirais, quand je sens que c'est important, c'est que j'envoie des points vidéo par Loom. Et donc, je commente un peu les résultats des campagnes. Soit je compare une semaine à une autre, ou alors je montre un peu comment ça se passe. Mais c'est un peu comme ça qu'on fait actuellement pour garder le contact avec nos clients et on va dire présenter les résultats de manière régulière. Après, comme tu t'en doutes, chaque fin de mois, on envoie un rapport par email ou par PDF. Pas le choix. Chaque entreprise, chaque agence a ses processus. Là. Entièrement d'accord. Il faut après que tu saches c'est quoi qui fonctionne le mieux. Moi, je suis un gars de processus. C'est mon dada. J'adore les process. Je suis un fan de process. Fait que c'est sûr et certain que
que je mets la majorité de mon temps va être là-dessus. Tu comprends? À comprendre une réalité qu'on fait déjà, à la refaire. Puis là, m'amener de me rendre compte qu'il y a un pattern autour de cette réalité-là qui doit être fait, qui doit être automatisé ou qui doit être amélioré. C'est toujours ce que je me dis. Hein, quand tu parles on appelle ça encore les SOP, Standard. Ouais, exactement. Les System Operational Procedures ou un truc comme ça. Là. Et c'est vrai qu'un truc que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'il faut constamment analyser les différentes étapes de ce processus et voir lesquelles peuvent être éliminées, améliorées ou automatisées. C'est pas un truc c'est pas dans mon expertise, mais je m'y intéresse un tout petit peu parce que c'est normal. Une entreprise sans processus n'existe pas. Il y a encore 1 an et demi, j'étais consultant. Enfin, non, même pas 1 an et demi. Là, on est en avril, donc il y a 9 mois, j'étais encore consultant seul et c'est vrai qu'on avait très peu de processus. Donc là, on en a beaucoup plus. Mais on pourra en avoir encore des centaines de plus que ça pour gérer nos clients, pour gérer les leads, pour communiquer. On n'a jamais trop. Après, il faut qu'ils soient exécutés. Ça, c'est un problème. Souvent, des gens font des processus, mais personne ne les exécute. Ça veut dire que c'est pas un bon processus. En effet, il y a quelques processus qu'on n'exécute pas tout le temps, donc je t'avoue que c'est pas simple. C'est pas simple. Mais on a un outil où en fait on recense tous les processus qu'on a. Donc un peu comme Asana ou ClickUp. Et donc dans ClickUp, tu mets toutes tes SOP et après tu peux les retrouver, tu peux mettre des tags et en fait prendre les processus pour Facebook, les processus pour gérer la boîte mail, les processus pour l'administratif, les processus également pour la création de contenu. Donc on a un peu fait ça. Et là, je regarde rapidement dans ClickUp, je pense qu'il y en a 38 procédures. Donc c'est plutôt pas mal. Et je te dirais qu'on doit utiliser la moitié, un truc comme ça. Après ça, mais c'est correct. Vous en avez au moins certains, là. C'est bon. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça, tu me diras. Donc, mais c'est vrai que tant qu'on y est, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que finalement, ce que tu nous as raconté pendant 30 minutes, c'est un véritable processus que je suppose. Oui, puis par la suite, peut-être la chose que je voudrais dire, c'est que par la suite, c'est pas terminé, là. Tu comprends? C'est que dès que le client est chez toi, si ton modèle d'affaires est bien bâti puis qu'il y a des opportunités, faut que tu continues à vendre à ton client, là. Moi, le client qui est rentré chez nous, la transaction qu'on fait avec lui aujourd'hui doit évoluer, là. Je veux que ce client-là grandisse et je veux grandir avec lui. Donc, si ton offre est faite et elle n'est pas modulable et elle est fixe et ne peut pas évoluer à travers le temps, je trouve ça extrêmement dommage parce que le but d'une relation d'affaires, on va dire le but d'une relation de croissance, parce que c'est ce qu'on vend, là, Danilo, toi et moi, on vend de la croissance et faut pas se faire de cachette, on voit rien d'autre. Il faut que la croissance soit mutuelle, encore une fois, là. Moi, je m'en vais chercher des partenaires comme clients. Je m'en vais pas chercher des clients puis je veux pas qu'ils me voient comme des fournisseurs. Mais si un partenaire, là, il faut qu'il grandisse à la même vitesse que toi. Donc, il faut que tu aies une offre de service qui fait en sorte que tu accélères et que tu grandis, que tu fasses plus d'argent si ton client fait plus d'argent. Si ton client fait plus d'argent. Ton client doit toujours faire plus d'argent que toi avant que toi t'en fasses plus. Sinon, c'est normal. Sinon, c'est pas profitable pour lui. T'as pas une bonne offre de service, là. T'es un menteur. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On a des clients, justement, on a du mal, justement, à scaler avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont ils ont toujours, comme je te disais, parfois ils doutent des chiffres de Facebook ou alors, ils vont comparer à l'année dernière. Ils sont pas tous, c'est la logique vraiment business. Et je sais pas, est-ce que toi, t'as justement pas un processus, mais une façon de les éduquer au fait que s'ils investissent plus, ils peuvent gagner plus? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais te le dire là. Okay. C'est d'augmenter les points de contact. D'accord, tu vas augmenter les points de contact. Oui, c'est d'augmenter parce que la réalité, c'est que si tu le vois, là, puis tu es sûr de ta shot, tu connais ton tracking, puis tu sais que les chiffres que tu vois sont bons, mais que ces chiffres-là sont uniquement communiqués à une fréquence mensuelle ou de temps en temps à ton client, il s'en rappellera plus. D'accord. Mais si à chaque semaine, ces chiffres-là lui sont mentionnés, lui sont dits et lui sont expliqués. Entièrement d'accord. Là, à un moment donné, il va absorber ces chiffres-là. Il va comprendre qu'il faut qu'il accélère son investissement publicitaire. Mais le point, là, ici, c'est ne jamais assumer. Tu sais, moi, je l'avais dit dans un autre podcast. Il y a 3 choses qui font en sorte qu'un client va rester chez toi, selon moi. Vas-y, raconte. Le premier point, c'est le plus important, c'est les résultats. Si tu vends de la croissance puis tu peux pas amener et tu ne peux pas amener de la croissance, tu mérites pas d'avoir le client. Le client se doit de partir. C'est pas une bonne relation d'affaires. Fait qu'il faut que tu aies des résultats. La deuxième chose, c'est il faut que ton client comprenne les résultats. Il faut que ton client, avant qu'il comprenne, il faut qu'il aime. Il aime l'entreprise. Attends, je vais pas compris. Qu'il aime l'entreprise? Oui, il doit t'aimer. Il doit avoir un amour. Bien sûr. Il doit avoir un amour. Pas une relation avec tous nos clients. Je sais pas pour toi, mais c'est vrai que on peut en parler rapidement, mais admettons que tu as une mauvaise relation avec un client. Est-ce que tu continues? Souvent, c'est non, hein. Souvent, c'est du cas par cas, tu sais. Malheureusement, des fois, tu peux avoir une mauvaise relation avec une personne dans l'agence, mais globalement, une personne dans l'entreprise, mais globalement, l'entreprise, tu l'aimes bien. Donc, tu sais, c'est du cas par cas. Il y a pas une réponse parfaite à ça, mais c'est sûr et certain que si la relation devient toxique, c'est mieux d'arrêter, là. Si la relation
relation est toxique, c'est mieux d'arrêter pour tout le monde parce que personne n'y gagne. On s'entend, on parle de partenariat, là. Mais le point d'aimer ton client et de faire en sorte que le client aime l'agence également, c'est tellement important parce que, encore une fois, on est des partenaires de croissance. On va grandir ensemble. Si on s'aime pas la face, si on ne s'apprécie pas, pourquoi rester ensemble? Tu sais, c'est comme une relation de couple à un certain point, tu sais. Donc, résultat, amour mutuel, amour du client. Dernier point, puis tout le monde l'oublie, c'est la perception des résultats, là. Demain matin, tu fais plus de ventes avec ton entreprise. Mais toi, là, tu es un entrepreneur, mettons, qui vend des lits. Tu vends des lits en ligne. La pub Facebook, c'est un de tes canaux d'acquisition. OK? Puis tu vois que tu fais plus de ventes en ligne, de plus en plus. Tu vas peut-être penser que ça vient de Facebook, mais tu vas peut-être penser que ça vient d'autre chose. Tu vas peut-être penser que ton entreprise est tellement bonne que les gens ils te recherchent sur Internet puis ils achètent tes produits sans même que tu ailles à faire de la publicité. Ouais, tu vas peut-être penser que ton produit est tellement bon que du bouche à oreille que bon. Donc, tu sais pas nécessairement que ça vient de Danilo. Mais si Danilo il te l'explique chaque semaine, puis il arrête pas, puis il continue, puis il te fait plus d'explications, ben, à un moment donné, le nombre de points de contact que tu vas avoir fait avec ton client, le client va commencer à comprendre tes résultats. Il va avoir une perception que ça vient de toi. Et automatiquement, on est en multi. Exact. Ben, assure-toi qu'il comprenne ce que tu lui envoies. Mais si tu comprends ce que tu lui envoies, tu multiplies les points de contact. À un moment donné, globalement, tout le monde va être sur la même longueur d'onde. Puis si vous avez à investir plus, vous allez investir plus. Mais assure-toi de multiplier les points de contact. Entièrement d'accord. Non, c'est très intéressant. Écoute, c'est ce qu'on essaie de faire et je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que parfois c'est difficile, tu sais, de dire à un client, alors on augmente ton budget, parce qu'en fait, le client sait que si tu lui demandes d'augmenter ton budget, c'est que tu lui demandes aussi qu'il te verse une commission plus élevée. Ben moi, je le dis. Tu sais, je regarde les chiffres, là, j'ai dit, c'est où est-ce que tu veux te rendre? Puis il te le dit. J'ai dit, parfait. Moi, je vais te dire une chose, OK? En te disant ça aujourd'hui, j'ai un intérêt pécunier. Je défends ma paroisse. Parce que si tu investis plus d'argent, je vais faire plus d'argent. Ça, je tiens à le dire. OK. Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'investis pas plus d'argent sur Facebook présentement avec les retours que tu as. C'est super intéressant. Si je te dis à chaque dollar que tu mets, t'en fais 5, pourquoi tu n'investis pas plus? J'ai des clients qui sont comme ça. J'ai des clients qui sont comme ça, qui ont du mal à comprendre cette logique-là. Mais j'ai du mal moi-même à leur, à leur dire de manière si honnête, comme tu viens de me le dire là. Ben, il faut que tu sois honnête parce que il y a pas de cachette, là. Il y a pas de cachette. Tu vas faire plus d'argent, ton client va faire plus d'argent aussi. Ouais, j'adore ta vision parce que toi, c'est vrai que tu te positionnes. Je sais que chez cette média, la proposition de valeur, c'est finalement, on est votre partenaire de croissance. Donc, comme tu le dis là au téléphone, c'est tout à fait, logique de mentionner ça comme ça parce que tu t'es vendu comme ça dès le départ. Et c'est vrai que oui, puis tu le dis, là. Je vais faire plus d'argent, mais toi aussi. Mais c'est pour ça qu'on a commencé notre relation d'affaires ensemble. On le savait que ça arriverait à ça. Donc, si toi, t'es pas content que moi, je fasse plus d'argent, pendant que toi, t'en fasses plus, ben, travaillons plus ensemble, parce que sinon, t'es le seul gagnant, puis moi, je suis pas gagnant dans l'histoire. Tant qu'il y a une transparence, parce que c'est vrai que quand les budgets, ils augmentent, il y a plus de travail. En plus de ça. S'il y a uniquement une personne qui gagne là-dedans, mais c'est pas intéressant. Il faut que tout le monde gagne. Mais encore une fois, le client doit gagner en premier. Si lui fait plus d'argent, tu as le droit d'en faire plus, pas l'inverse. Entièrement d'accord. Ouais, non, je vais te passer les détails, mais nous, on a des offres, en fait, par tranche. Donc, en fonction de ce qu'ils investissent, admettons qu'ils investissent entre 1000 et 5000, on aura un forfait. Entre 5 et 10 000, on aura un forfait. Et entre plus de 10 000, on passe au pourcentage, plus un minimum. Mais c'est vrai que... C'est la bonne manière de fonctionner, Daniel. Ouais, c'est ce que moi, je me suis beaucoup renseigné avec toi et d'autres consultants. Ils ont plus ou moins cette approche-là. Donc voilà. Bah, écoute, c'est super intéressant. Je pense que j'ai regardé mes questions de mon côté, voir si j'en ai encore d'autres à te poser par rapport à tout ce processus. Mais moi, ça me semblait super clair. Est-ce qu'il y a déjà autre chose que tu voulais ajouter dans tout le processus? Non, moi, je pense que c'était de te donner un petit peu nos techniques, comme tu m'avais demandé l'autre fois. On s'était dit, regarde, tant qu'à ça, on en parlera sur un podcast. Ça va être encore plus intéressant. Je pense que les gens vont pouvoir avoir encore plus de valeur. Donc, non, moi, je pense que si vous vous rappelez que vous vendez de l'expertise dans de la prestation de service, de l'expertise, ça s'explique, ça se présente, ben, ça va bien aller. Mais si vous voyez ça comme une machine à saucisses, que vous pensez que ça se vend comme un produit, c'est pas le cas. Je vois ce que tu veux dire. C'est de l'expertise. Ben, c'est l'expertise, mais dans un sens, on est d'accord que ton service, tu l'as un peu productisé en quelque sorte parce que c'est quelque chose qui est réplicable. C'est quelque chose qui est réplicable par toi et d'autres personnes dans ta boîte. C'est pas le choix, comme tu dis. Ouais. Et j'allais dire un truc que t'as pas forcément précisé, c'est entre le premier point de contact et la vente de la prestation de gestion des campagnes par J7, est-ce que tu as en moyenne combien de temps ça dure? Là, je suis curieux de savoir. C'est une bonne question. Globalement, je dirais 45 jours. 45 jours quand même. C'est vrai que moi, c'est souvent, j'ai remarqué, c'est 3 semaines, peut-être un mois si je traîne un peu, mais très intéressant. 45 jours.
Donc, tu laisses vraiment le temps, en fait, d'avoir beaucoup d'échanges, je dirais 3-4 appels. Ben oui, parce que disons, regarde, on va le faire simple. Le client vient te voir. OK, premier point. Tu analyses le tout. Tu dis, OK, parfait. Là, après que tu aies regardé ça, juste regarder son profil. Tu dis, OK, on va te faire une analyse préliminaire. Le temps qu'il t'envoie les accès, ça va peut-être prendre 3-4 jours. C'est vrai, ça prend toujours du temps. Après, tu fais l'analyse préliminaire. Ça va prendre 3-4 jours. Après, tu lui présentes. On est rendu peut-être 10 jours plus tard. Tu lui présentes l'analyse préliminaire. Okay. Tu lui parles de l'audit. Ben, l'audit, il va peut-être prendre 3 jours après. Fait qu'on est rendu 13 jours plus tard. Il vient juste de signer l'audit. L'audit, par la suite, ça va prendre 2 semaines. Fait qu'on est rendu un mois plus tard. Pour faire un audit, tout pareil. Exact, parce que c'est pas rien, c'est un document qui doit faire. C'est 50 pages. C'est 50 pages, puis c'est pas des pages copier-coller d'un autre doc. C'est vraiment une vraie analyse. Tu comprends? Intéressant, ça, très intéressant. C'est une vraie analyse, tu sais. Un vrai plan stratégique. Donc là, t'es un mois plus tard, puis tu as juste présenté l'audit. Là, après, il faut qu'il y pense. S'il va aller de l'avant, ça peut peut-être prendre une autre semaine. Puis après, s'il va aller de l'avant, il faut les créer, les campagnes. Fait quoi, on arrive à 45, 60 on arrive à 45 jours avant que le setup soit quasiment en place. OK, intéressant. Genre de campagne. J'adore ce process. Nous, en fait, en gros, pour te rappeler, le seul truc qui nous manque, c'est ce fameux plan d'action, enfin, l'audit stratégique, qu'on fait pas forcément parce que déjà, ça prend du temps et qu'on n'a pas forcément pensé à faire. Parce que souvent, on a pris des comptes où en fait, je t'explique un truc, ça, je t'ai pas forcément dit, c'est que on a 2 cas. Soit les campagnes sont en place et comme tu dis, il y a des cicatrices, il y a des bobos et tu finis par les réparer directement quand tu rentres dans le gestionnaire après avoir fait vraiment un audit complet. Nous, on a un audit qui est pas sur 10 points, mais sur 32 critères. Donc, il y a un peu plus de critères pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur ce qui est fait sur le compte et après, en fonction de ce qu'on voit, on améliore au fur et à mesure. Par contre, quand le client n'a jamais vraiment lancé de campagne ou on a très peu lancé, ça marchait pas du tout, ce que je propose, c'est 1 mois de consulting où pendant 1 mois, justement, je vais élaborer avec lui ses stratégies et l'implémenter en même temps et lui montrer tout ce que je fais, tout en lui demandant de me parler de son produit, de son audience, de son persona, de me montrer un peu des visuels, des contenus, des vidéos qui pourraient marcher. Et je fais ce test-là avec lui par Skype en écran partagé. Après, tu me diras, c'est pas quelque chose qui est scalable dans quelque sorte parce que je dois quand même y mettre. Non, mais c'est 5-6 heures. Tu démontres, qu'est-ce que tu fais? Tu démontres ton expertise. Tu démontres ton expertise dans 1 mois. C'est un peu, mais c'est ça. Finalement, c'est très intéressant ce que tu dis là, ce qu'au départ du podcast, tu as dit, tu dois démontrer ton expertise. Eh bien, là, aujourd'hui, on a signé un nouveau client, comme je te disais tout à l'heure. En fait, c'est un client avec qui j'ai travaillé pendant 1 mois, avec cette façon de travailler pendant 4 semaines, et qui m'a dit, ouais, j'adore votre process, etc. On a bien aimé la façon dont tu t'es impliqué, tes méthodologies, tes idées, et on serait d'accord. Une chose que tu pourrais penser, Danilo, dans ton volet consulting, puis peut-être que tu le fais déjà. Vas-y, dis-moi. Que tu le fais déjà. Mais si tu veux faire un genre d'audit qui pourrait être un mois de consulting pour des clients comme ça, il faut toujours que tu expliques what's next. Okay? Où est-ce que je vais expliquer? Vas-y, dis-moi. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, en gros, vous m'avez en tant que consultant aujourd'hui, mais je tiens à vous le dire, nous, notre vraie offre de service, c'est l'agence. Donc, ce qu'on va être capable de faire ensemble, c'est analyser X, Y, Z, mais il va juste avoir 50% de ce qu'on peut faire vraiment. Donc, continuellement, tu rappelles à ton client que ce que tu présentes, il y a beaucoup de valeur ajoutée, mais c'est incomplet. Il faut que tu te rappelles de ça. Tu présentes quelque chose qui est incomplet parce que c'est vrai. Si tu ne fais que dire ce que tu vois, ça veut pas dire que tu le gères, ça veut dire que ton offre n'est pas complète. Donc, si tu présentes continuellement ça et tu lui rappelles que c'est incomplet, les gens vont toujours vouloir plus et s'ils veulent plus, ben là, c'est là que tu vas pouvoir les amener puis devenir des clients d'agence. Non, super intéressant. En fait, on fait quasiment ça dans le sens où, comme je te dis, on lance des campagnes pilotes. Finalement, c'est ça, on lance 2 campagnes, une d'acquisition, une de remarketing. On voit comment ça fonctionne, on analyse ensemble les résultats, on fait 1 ou 2 optimisations. Après, je lui explique que, en fait, le but de ce programme, c'est de voir si on arrive à atteindre les objectifs de rentabilité et de coût par achat. Et en fait, ce que j'explique, c'est que à la fin du programme, c'est soit ils continuent par le faire eux-mêmes en sachant qu'ils devront répliquer ce que moi j'ai déjà fait, qui était peut-être pas facile. Et en plus de ça, s'ils veulent scaler, c'est une toute autre histoire. Et en fait, c'est excellent. Ouais. Et après, c'est excellent. Honnêtement, c'est une très bonne idée, Danilo. Ah, merci. Mais le truc, c'est que c'est un truc je suis tombé. Ça fait, regarde, dis-toi, quand 4 mois on a fait ça, on a eu 3 clients comme ça avec ces méthodes-là. Et 3 beaux clients, franchement, à qui ça marche très bien, et une qui était mise en relation, une deuxième qui est arrivée via mon blog, et encore celui-là qui est arrivé via mon blog il y a 1 mois. Et en fait, il avait les 3, ils avaient tous plus ou moins le profil, dans le sens où ils vendaient déjà très bien de manière organique. Ils faisaient parfois des campagnes, soit via le gestionnaire, soit via des boosts de publication, et ils avaient des résultats ou pas trop, mais en gros, il y avait un potentiel. Mitigé, ouais. Ouais, c'était exactement ça, c'était mitigé. Donc après, moi, j'ai expliqué, écoute, si on prend en main tes campagnes comme ça maintenant, j'ai pas le sentiment que ça se passera bien parce qu'on sait pas exactement quelle est la façon de vendre ton produit, quelle est la meilleure façon de vendre ton offre.
et à qui la vendre. Par contre, ce que je te propose, c'est qu'on découvre ça ensemble, tu vois. Donc, c'est un peu ce que je propose et j'explique vraiment, comme je te disais à la fin du programme, soit tu continues tout seul, même si la plupart me disent, oh non, j'ai pas envie de le faire tout seul, mais je dis, voilà, au cas où, tu peux le faire tout seul. Et après, on travaille ensemble et on t'aide à justement scaler ces campagnes-là au fur et à mesure. Et dans certains cas, je parle déjà même des prix de l'agence. Donc, je dis, voilà, ça coûte X euros. L'agence, ça coûte ce prix-là. C'est toi qui vois après si tu veux continuer en sachant que ça impliquera le fait que tu seras totalement détaché des campagnes et qu'en plus de ça, on peut augmenter le budget des campagnes au fur et à mesure. Donc, c'est un peu ce que j'offre actuellement. Ben, ce que tu pourrais faire, non, honnêtement, c'est une excellente idée. Puis tu pourrais peut-être même penser à un certain point enregistrer ces campagnes, enregistrer ces conversations-là. Ah, okay. C'est pas mal. Et par la suite d'en faire du contenu parce que ça pourrait juste ramener également. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est même quelque chose que moi, je suis en train de penser à savoir si les rencontres Zoom qu'on fait avec nos clients ou même des rencontres internes, on commence pas à les enregistrer pour en faire des petites pièces de contenu parce que je pense qu'il y aurait de la valeur là-dedans. Puis c'est du contenu qui existe déjà. Donc, tu pourrais même penser à ça, de dire, OK, c'est bon, si vous voulez pas être client d'agence tout de suite parce qu'on part juste en consulting ou du moins, regardez, ça, c'est ma première offre consulting. Ce que je demande, c'est qu'on enregistre les rencontres pour ces raisons-là. Bref, mais je pense que ça pourrait être bon parce que encore une fois, tu pourrais démontrer à d'autres personnes c'est quoi ton expertise, ça pourrait les amener un petit peu dans ton univers. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ici? On démontre l'expertise. Continue là. Exactement. Écoute, c'était une super conversation. Moi, t'as répondu à toutes mes questions. Moi, ce que j'attends, c'est une idée, une esquisse de plan d'action. Je serais curieux de voir à quoi ça ressemble, honnêtement. Ou alors, au moins, tu sais, genre, la façon dont on est structuré, parce que c'est hyper intéressant. Et si t'as besoin aussi que je t'explique un peu plus comment est-ce que je fais le consulting pour convaincre un client qui est pas encore prêt qu'on prenne en main ses campagnes directement parce que, voilà, pour telle ou telle raison. On devrait faire un Q&A. On devrait faire un Q&A avec ton crowd puis avec notre crowd également à un certain point. Attends, quand tu veux. Quand tu veux. Puis partager tout ça serait merveilleux. On a fait des contenus ensemble récemment. Là, on a du plaisir. C'est merveilleux, là. Clairement. Ben, en fait, moi, je pense quand je lancerai mon podcast enfin, je t'inviterai. Mais il faudra qu'on trouve un bon angle d'approche pour le podcast. J'ai pas forcément envie de reparler de ce qu'on a parlé il y a un mois, même si il y a 2 semaines, pardon. C'était super intéressant. D'ailleurs, tu sais que j'ai installé Attribution finalement. Et, ouais, ça fait 3-4 jours et il est en train de récolter des données. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de ce qu'il va me raconter. Ça va tout changer. Et je pense que je vais commencer à le proposer à des clients quand je vais commencer à le comprendre, en fait. Tu vois? Après, ton task est quand même complexe. Ouais, mais voilà, tu sais, une fois que tu comprends un peu comment fonctionne la pub, je pense que l'attribution, ça devrait aller, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ou c'est vraiment 100%. Ça? Mais il faut que tu sois surtout capable de bien interpréter l'attribution. Je suis d'accord avec toi, ouais. L'interpréter. Ben ça, on en reparlera à la limite un jour parce que j'ai envie d'expliquer à nos clients, comme je te dis, ceux qui doutent des résultats ou qui sont toujours en train de me dire, ouais, regarde juste les résultats des clics et pas des vues. J'ai envie de leur montrer que parfois, au-delà de 30 jours, il y a des répercussions, voilà. 100%. Ben, merveilleux, Danilo. Garde, tiens-moi au courant, puis j'ai hâte qu'on se reparle d'autres projets comme ça ensemble. Quand tu veux. Merci en tout cas, Antoine, d'avoir répondu à toutes mes questions. Bon, ben bien, merci beaucoup, puis à bientôt, Danilo. Ciao. À plus, salut. Social selling. Social selling.